OK, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce quatrième épisode de cette série de webinaires sur FME Server. Aujourd'hui, on va parler d'intégration des applications. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, puis j'ai vu beaucoup de nouvelles personnes s'inscrire au webinaire, donc c'est vraiment beau à voir des gens qui viennent de différents départements aussi que ceux qui sont plus traditionnels. Donc, on voit des gens des TI qui participent au webinaire, donc c'est fun de voir que les organisations vont utiliser FME à différents niveaux. Mon nom, c'est Marc-Olivier Bourdeau. Je suis coordonnateur marketing chez Consortec. Je vais être l'animateur de ce webinaire. Donc, l'animateur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en quelque sorte. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans la section à gauche à n'importe quel moment. Puis je vais essayer de poser vos questions à la fin du webinaire à Patrick. Donc, en fait, le présentateur aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est Patrick. Vous avez vu déjà d'autres présentateurs. On a eu Alison, Félix, Herman et Alexis. Donc, c'est le cinquième présentateur qui est avec nous. Patrick Connolly-Boutin, avec plus de 8 ans d'expérience dans le domaine de l'intégration de données et de l'analyse spatiale. Monsieur Connolly-Boutin est titulaire d'un baccalauréat en géographie de l'Université de la Colombie-Britannique. En tant que développeur en intégration de données SIG chez Consortec depuis mars 2015 et professionnel certifié FME Server depuis décembre 2018, il a été impliqué dans un certain nombre de projets impliquant des solutions ETL utilisant FME, Desktop, Server et Cloud. Il fournit également des services de conseil tels que l'architecture des solutions, l'optimisation des flux de travail SIG et la formation et les solutions SIG complètes. Donc, bonjour Patrick. Bonjour, c'est tellement formel ça, Marco, merci. Bien rapidement, un petit survol de l'agenda pour ce webinaire. Donc, on va commencer par parler, en fait, qu'est-ce que l'intégration des applications. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut se brancher à ces diverses applications. Ensuite, quel type de données est extrait de ces applications. En fait, c'est quel type de données et quel type est extrait et quel type de données poussons-nous vers ces applications-là. Je vais finir le webinaire avec 3 belles démos, puis on va voir, en fait, on va parler de 3 types d'intégration d'applications. Je vais donner une démo pour chacune d'entre elles. Notre outil ou nos outils de prédilection pour l'intégration des applications, ben, vous l'aurez deviné, c'est FME, donc la suite de FME. On commence avec FME Desktop, évidemment, pour monter ces workspaces-là. On pousse sur FME Server ou FME Cloud, puis ensuite de ça, ben, on peut tirer profit des outils d'automatisation dans ces deux plateformes-là. Puis ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va aussi utiliser FME Server comme application dans l'intégration. Donc, on va voir ça un petit peu plus lors des démos, mais essentiellement, c'est comme un orchestrateur des demandes provenant de diverses applications. Pour ceux et celles qui étaient présents et présentes lors de la... C'était quoi le webinaire, Marco, déjà? C'était sur les automations, c'est ça? Introduction aux automations. C'est ça. Donc ici, en fait, là, en février 2019, on a monté, en fait, le SAFE a monté une plateforme. C'est comme un outil qui permet de mieux automatiser ces processus. Avant, on gérait justement avec des notifications, des subscriptions, des topics, des publications. Ça avait l'air un petit peu abstrait. Ce qu'ils ont fait en 2019, c'est vraiment amusant. Si vous voyez un petit peu à gauche ici, là, vous remarquerez que ça ressemble drôlement à FME Workbench avec justement des boîtes ou ici, c'est pas des transformers, mais c'est soit des déclencheurs, des actions à prendre ou puis en fait, il y a des connexions avec celle-ci. Donc, essentiellement, on peut utiliser ça pour monter un processus automatisé. Dans la capture d'écran ici, on voit ça commence avec un courriel. Selon le contenu du courriel, on peut déclencher des workspaces. Ensuite de ça, envoyer justement peut-être le statut de l'exécution par SMS ou par courriel ou ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, aventurons-nous dans le sujet. Qu'est-ce que l'intégration des applications? Donc, grosso modo, l'intégration d'applications, c'est un mécanisme qui permet aux données de transiger d'une application ou un système à un autre.
Évidemment, votre organisation gère fort probablement des données dans une grande quantité de systèmes. Puis, effectuer des mises à jour dans ces systèmes différents de manière synchronisée peut devenir difficile s'il n'y a pas de processus automatisé en place. Donc, l'intégration des applications aide à propager vos sources de vérité entre ces différentes applications. Donc, on peut penser, par exemple, à la gestion, justement, de ce qu'on appelle en anglais des assets. Fait que, disons, là, des bonnes fontaines ou des polygones de l'eau. C'est fort possible que les données, en fait, soient gérées d'une manière ou d'une autre dans plusieurs systèmes. On peut penser à la géométrie dans un cycle corpo, des données descriptives comme les permis ou l'état ou la maintenance dans un autre système, comme, disons, Amanda. Amanda, c'est plus, disons, en Ontario, dans l'Ouest canadien, c'est une application, justement, qui gère beaucoup de choses, notamment, justement, tout ce qui a trait, justement, aux permis qui sont en fait associés à des lots dans un site. Donc, essentiellement, vous devez vous assurer que la donnée demeure à jour lorsqu'un changement est effectué dans un de ces systèmes pour que chacune d'entre elles a la même information dans ces applications-là. Donc, comme je mentionnais tantôt, il y a 3 types d'intégration. Un petit survol, le premier, application à système, ça commence généralement avec une requête de type GET, je vais en parler plus tard. La deuxième, système à une application, donc on peut penser par exemple à n'importe quel processus qui met à jour, par exemple, un feature service d'ArcGIS Online à partir d'une BD Corpo. Et puis la troisième, et non la moindre, c'est application à application. Donc, dans ce cas-ci, on utilise notamment une combinaison de requêtes GET et POST pour communiquer avec ces applications-là. Dans la démo plus tard, on verra comment FMS Server peut agir, comme je mentionnais plus tôt, d'orchestrateur de demandes provenant d'une application et qui peut faire le pont vers d'autres applications et ou systèmes. Patrick, j'ai une question pour toi. Oui. En fait, naturellement, tu as travaillé sur plusieurs projets d'intégration d'applications et de systèmes. Pourrais-tu nous en nommer quelques-unes comme ça, à brûle pour point, qui te viennent en tête, quelques applications ou systèmes que tu aurais déjà fait des intégrations? Oui, tout à fait. Donc, en fait, j'ai mentionné Amanda. Amanda, je ne sais pas s'il y a un équivalent au Québec, mais essentiellement, comme je disais, il y a Amanda, il y a Salesforce, par exemple. Donc, si on peut penser à, mettons, disons, un genre de ERP, par exemple. Les autres projets, on a travaillé sur, par exemple, un processus qui traitait des demandes, en fait, des trajets dans l'application Uber. Donc, ça, c'était un appel qu'on faisait à l'API de Uber, juste comme ça. Alors, évidemment, c'est ça, ArcGIS Online. Je pense que ceux et celles qui ont une plateforme Esri a ArcGIS Online. Donc, veut pas, je veux dire, on en fait des appels. On a travaillé justement avec sur des projets qui ont ArcGIS Online aussi. Merci. Donc, application à système. Quelques petits exemples ici ou quelques autres exemples. Ça peut être utilisé comme outil d'archivage de données d'application. Donc ici, là, on a une des utilités, c'est ça, c'est vraiment l'archivage de données qui sont stockées dans une application externe. Ici, il y a un de nos clients qui s'est servi de l'API d'une application nommée TreePlotter pour convertir ces données dans une file database sur une base régulière. Donc, essentiellement, c'est pas des données qui résident à l'interne, mais essentiellement, ils ont développé un processus automatisé qui roule sur FMS Server sur une cédule, qui prend justement ces données-là, puis qui l'intègre dans leur BD Corpo. Application à système, ça peut être aussi en fait la mise à jour d'une BD Enterprise Geodatabase avec des données d'application. Fait qu'on peut penser notamment à un outil BI qui, avec l'aide d'FME, on convertit la donnée. Peut-être qu'on fait référence à des données qui sont à l'interne pour ensuite pousser ça dans un autre système. Donc ici, en fait, là, on a un client qui a développé un workspace qui permet, par exemple, ici, là, qui permet d'identifier les contraventions gérées dans leur application BI qui n'avaient pas nécessairement d'association avec une zone. Donc, il manquait de l'information dans l'application, dans les enregistrements qui ont été faits à partir de l'application. Donc, ici, ils ont utilisé FME, ils ont été en mesure d'identifier
et entrer l'information manquante en superposant des points qui ont été géocodés de l'application avec leurs données SIG pour ensuite repousser cette information dans l'application et dans leur BD corpo. Le système d'application ici, comme je mentionnais plutôt, en fait, la mise à jour des services, des feature services ArcGIS Online. Donc ici, en fait, on peut voir un exemple bien concret. On a de la donnée dans une BD corpo, on utilise FME pour justement pousser ces données-là dans un feature service. Ça, en fait, l'application ici, c'est ArcGIS Online. Donc c'est, disons, en fait, en arrière-plan, c'est sûr qu'on peut utiliser un writer ArcGIS Online, mais essentiellement, ce qu'on utilise, c'est un API, l'API d'ArcGIS Online pour pousser ces données-là. On peut penser aussi à la création de rapports. Dans ce cas-ci, on va tirer des données d'un système, que ce soit justement des données d'une BD quelconque ou d'un fichier Excel, pour ensuite générer, par exemple, un rapport qui peut être publié justement sur votre portail intranet, par exemple. Et puis, la dernière ici, l'extraction et la préparation de données. Ici, en fait, c'est un exemple. Je vais la montrer davantage, mais essentiellement, ce qu'on prend, c'est des données transactionnelles d'une application bancaire. On utilise FME pour convertir ces données-là. Et puis ensuite, on fait un appel à un API. Le type d'API, c'est un SOAP. Donc, on va regarder plus tard, en fait, la différence entre REST et SOAP. Mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse cette donnée-là en format XML pour ensuite mettre à jour l'information dans le service web. Et comme j'ai dit, le dernier et non le moindre, je dis le dernier et non le moindre, d'application à application, c'est sans doute le type d'intégration le plus fréquent, principalement parce que la plupart des sites web et des applications intègrent plusieurs applications à travers des API. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va donner un exemple où FMS Server est l'une de ces applications-là. Elle peut être déclenchée via une application différente à travers soit un webhook ou un appel de type server-side. Donc, je vais en parler un petit peu plus là, lors de la dernière démonstration. Une petite question pour toi aussi, Patrick. Qu'est-ce que tu dirais que quels sont les avantages d'utiliser FME quand on fait de l'intégration d'applications par rapport aux autres applications qui existent, là? Pourquoi FME plus qu'une autre, tu dirais? Ouais, mais je pense que, tu sais, FME, pour moi, c'est mon outil de prédilection, puis c'est pas juste FME. Tu sais, FME, en fait, c'est plus la suite FME, parce qu'essentiellement, on peut le développer sans avoir trop de connaissances en programmation. Puis on peut pousser ça sur FME Server, puis on peut tirer profit justement en fait, de l'appel, je dirais peut-être l'appel REST, ou en fait des fonctionnalités de l'API REST de FME Server pour vraiment créer un processus là, de bout en bout, là, un processus end-to-end qui peut gérer justement des demandes sans trop avoir de connaissances en programmation. C'est vraiment le codage, le no-coding. C'est ça, exactement, no-coding. Donc, ici, ici, je passe vite, comment on fait pour se brancher à différentes applications? Vous l'aurez peut-être deviné, je l'ai mentionné plusieurs fois. Donc, en fait, on se sert, on tire profit justement des API. Donc, c'est quoi un API? En gros, c'est un lien qui permet la communication entre deux applications. Quand je dis que les API sont partout, lorsque vous utilisez une application du genre WhatsApp ou Messenger, vous regardez les prévisions météo sur votre téléphone, vous faites des recherches sur, par exemple, Airbnb, il y a sans doute des appels à des API qui se font. Aussi, en fait, un autre avantage, les connexions sont sécures aux applications. Donc, pensez à un API comme une vue dans une BD. La donnée exposée est contrôlée de sorte que les usagers ont accès uniquement à ce qu'ils ont besoin. Donc, les fonctions dites plus sensibles peuvent donc ne pas être exposées. Prochaine chose, sont facilement accessibles. Donc, vous n'avez pas besoin, comme je disais tantôt, d'une expérience vraiment exhaustive en programmation pour accéder aux fonctions de base de la majorité des API. Donc, encore plus pertinent, c'est lorsqu'on le fait dans FME, parce que principalement, on utilise des outils comme le HTTP Caller. Donc, essentiellement, là, il suffit vraiment de comprendre ce que l'API s'attend à recevoir dans une requête, que ce soit une requête GET ou un POST ou un UPDATE. Ou un post, non, en fait, post, delete, put.
Et puis, la différence entre les API SOAP et REST. Donc, on va voir deux démos différentes qui montrera ces deux types d'API. Donc, je vais en parler un petit peu plus davantage ici. Donc, ici, je montre en fait là, ça, c'est une capture d'écran qui a été prise à partir de l'API REST FME Server. Donc, ici, il y a une petite nuance entre ces deux types. Mais je vous dirais que dans FME, là, c'est presque, en fait, on la voit presque pas. L'API REST, il permet aux usagers autorisés d'accéder à un ensemble de protocoles et d'opérations standards qui sont prédéterminés. Donc, on voit ici, on accède à les différents types de fonctions, en fait, des appels qu'on peut faire, que ce soit un get, un post, un delete ou un put, à essentiellement une section dans l'API REST. Donc ici, en fait, on peut accéder aux automations en faisant un get pour aller chercher l'information qu'on a besoin ou mettre à jour ou en fait en créer une avec un post. La principale différence entre REST et SOAP sont les méthodes HTTP natives qui nous permettent d'identifier les ressources accessibles et les actions qu'on peut prendre. Donc, ici, en fait, REST, c'est principalement un API pour les services web. À l'inverse, les requêtes peuvent être un petit peu plus complexes dans SOAP. C'est un protocole qui exige un petit peu plus de standards, comme, en fait, la sécurité puis comment les messages sont envoyés. Vous serez peut-être frustré des fois à comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je peux formater le message que j'envoie, parce que souvent, ce que vous allez vous ramasser, c'est disons, des réponses, en fait, du 402 ou du 400 qui vous dit, ben, je suis pas capable de traiter cette demande-là. Donc, essentiellement, avec un API REST, tout ce que vous avez besoin pour effectuer un appel, c'est un outil qui permet d'envoyer une requête HTTP, comme par exemple une page web en JavaScript ou FME avec un HTTP caller. Donc, comme je mentionnais tantôt, ici, en fait, j'ai pris quelques captures d'écran. On voit ici, ça commence principalement avec un HTTP caller. On voit que, je ne sais pas si vous voyez mon curseur ici. Ici, en fait, on fait une requête post à cette URL-là. Ça, je vais montrer la démo tantôt, là. Donc, on fait un post, on dit, bon, ben, j'envoie un objet de type JSON disons ici, dans mon upload body, puis je dis, bon, ben, voici l'information que je pousse. Ça, essentiellement, c'est une fonction. En fait, c'est un appel qui permet de générer un token. Un token, c'est plus dans l'authentification par la suite. Ici, en fait, j'ai pris une capture d'écran d'un service web. Ici, c'est essentiellement pour se brancher à ArcGIS Online. Donc ici, en fait, c'est une authentification. Puis ce que ça fait, c'est que ça génère un token. Tu n'as pas nécessairement besoin de le faire dans l'HTTP caller. Ça se fait immédiatement au moment justement de la connexion vers ce service-là. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec en fait une démo là, sur en fait, comment aller chercher des fichiers qui sont disponibles à partir d'un API. Donc, il y a différentes étapes à suivre. Je vais commencer avec ma première ici. J'ai monté un workspace. Là, c'est un workspace qui est déjà monté. Ce que je vais faire avec FME 2019, je vais le rouler au fur et à mesure avec justement la fonction qui s'appelle le feature caching. Donc, la plupart de ces workspaces-là vont commencer avec un creator. Essentiellement, notre creator, c'est juste un déclencheur pour effectuer les appels. Quand j'ouvre justement mes paramètres de mon premier HTTP caller, ben, c'est essentiellement justement l'URL pour aller chercher le token. Ici, j'ai mis en paramètre, c'est en paramètre privé ici, en fait, ça va chercher la valeur de l'usager et puis la valeur pour l'identifiant. Donc, essentiellement, ici, on demande une authentification pour aller générer un token temporaire. Donc, évidemment, il faut avoir accès à cette API-là pour pouvoir justement l'utiliser. Donc, roulons ça. Puis la réponse devrait être dans un attribut qui s'appelle, on va ouvrir ça. D'après moi, il s'appelle Token ID. Exactement. Je vais juste l'amener ici. On voit ici Token ID. Comment est-ce qu'il est formaté? On voit que ça arrive en JSON aussi. Donc, ce qu'on va faire ici, on va extraire la valeur. On voit ici que ça expire dans
Ça, c'est en GMT, là, fait que donc probablement là, dans 1 heure environ. Donc, ce qu'on va faire par la suite dans le workspace, on utilise le JSON Fragmenter pour aller chercher ce qu'on a besoin. On décide d'exposer la valeur de l'API token. Et puis, par la suite, ce qu'on fait ici, c'est on fait une autre requête. Donc, on voit ici que l'URL est différent. Maintenant, j'ai généré mon token. Mon token va apparaître dans ce qu'on appelle le header. Donc, c'est l'entête justement de la requête. Et puis, ce qui va nous revenir, c'est du data en JSON encore, qui va être dans un attribut nommé feed. Donc, on roule ça. On inspecte le résultat. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, en fait, c'est un JSON, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais si jamais il y avait, disons, plusieurs entités là-dedans, il y avait plusieurs types de feeds, ben là, on aurait été capable justement d'aller en chercher d'autres. Je fais la même chose ici, donc on a un JSON fragmenter justement pour aller chercher l'information dans notre JSON. Puis ce qu'on va faire ici, par la suite, une fois qu'on a identifié quel flux de données, ben ici, on va aller chercher le flux de données. Donc, l'URL est différent. On utilise encore notre API token. Puis ici, on sort tout dans un attribut qui s'appelle file. Donc, file, essentiellement, ça va être le nom du fichier qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, quand je roule ça ici, je vois que j'en ai encore. J'ai un attribut qui s'appelle file. Puis là, on voit qu'il y en a vraiment une panoplie. Là. Fait qu'on a des CSV, quoi d'autre qu'on a? On a des zip aussi. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-ci, là, essentiellement, ce que je veux montrer, c'est comment est-ce que je peux télécharger ça. Bien, évidemment, c'est un autre appel qu'on va faire avec un HTTP caller. L'URL est un petit peu différent. Ici, dans mon Attribute Creator, je vais dire, bon, ben, je vais sélectionner un répertoire de sortie. Donc, j'écris un paramètre privé qui me permet de dire, bon, ben, où est le répertoire de sortie, puis où est-ce que je devrais justement comme télécharger ce fichier-là. Dans ce cas-ci, en fait, j'ai juste ajouté un sampler ici parce que ça ne me tente pas en fait, ici, on va juste voir, il y en a combien de fichiers, là. Je pense qu'il y en a aux alentours, c'est ça, aux alentours de 550. Ça ne me tente pas de télécharger 550 fichiers. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai juste mis un sampler pour réduire le nombre de fichiers à aller chercher. Donc, on va aller chercher les 10 premiers ici. Puis, comme je mentionnais tantôt, avec le dernier HTTP caller ici, on a essentiellement l'URL. C'est un get. On va aller chercher le fichier en question. Puis ici, en fait, on va pas le mettre dans un attribut cette fois-ci. On va le sauvegarder dans un fichier. Puis le full path, essentiellement, si on regarde dans notre Attribute Creator de quoi ça a l'air, on voit ici qu'il devrait être téléchargé dans ce répertoire-là ici. Donc, on voit ici qu'il y a déjà l'extension. Donc, on n'a pas besoin de définir c'est quoi le format de sortie. Donc, je vais rouler ça. Puis là, on va voir au fur et à mesure les fichiers qui sont téléchargés. Donc, on voit ici comment ça rentrer. Puis là, évidemment, je n'ai pas continué le processus. Je pense que le but de cette démonstration-là, c'était juste de se brancher à une application. Puis ensuite de ça, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez essentiellement déterminer quel fichier qu'on devrait traiter. Puis peut-être en amont, là, c'est sûr que j'ai mis un sampler, mais ce qu'on pourrait faire dans ce workspace-là, c'est tout simplement faire une comparaison entre les fichiers qu'on a déjà traités et les nouveaux fichiers qui rentrent. Parce que là, ici, souvent, ce qu'il faut faire avant, justement, en fait, il faut penser à comment est-ce que ces fichiers-là sont stockés, comment est-ce que la donnée, elle est stockée dans l'API. Ici, essentiellement, on va chercher tous les fichiers, puis avec FME, ce qu'on peut faire dans ce cas-ci, c'est comparer lesquels on a déjà traités pour ne pas les traiter de nouveau. Prochaine démonstration, je vais parler de démo système à application. Donc là, j'ai un autre workspace. Je vais commencer par celui-là ici. Donc, ici, en fait, c'était ma démonstration d'un fichier. Donc, en fait, c'était un fichier CSV. Je vais peut-être le montrer d'ailleurs. Ce ne sera pas bien long.
juste pour vous montrer de quoi il a l'air, ce fichier-là, on va l'ouvrir dans Notepad++. C'est des données transactionnelles. Et moi, je perds mon curseur. Et voilà. Donc, c'est des données transactionnelles. Et puis, ce qu'on va faire avec FME, c'est qu'on va décortiquer cette information-là, créer des nouveaux attributs. En fait, ce qu'on va faire, c'est créer des tags, puis on va formater cette information-là, puis on va la pousser dans un XML. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas un appel à un API REST, mais à l'inverse, c'est un appel à un API SOAP. Donc ici, en premier lieu, ce que je fais, je décortique l'information, je crée les attributs que j'ai besoin. Donc ça, c'est assez standard dans FME. L'outil ici qui est vraiment important, c'est notre XML templater. Donc notre XML templater, on commence avec une racine. Pardon pour disons la visualisation, là, ça c'est juste parce que je projette sur une télévision présentement, là, puis on voit pas tous les boutons. Mais en gros, ce qu'on fait ici, c'est qu'on définit quel est le gabarit qu'on va vouloir pour pousser l'information. Puis croyez-moi, c'est beaucoup d'essais-erreurs avec ce projet-là en particulier. Il y a eu beaucoup de va-et-vient avec le client parce que moi, j'avais pas nécessairement accès au service, en fait, à l'application de destination où on poussait cette information-là. Ce que j'ai utilisé pour monter justement ce gabarit-là. Donc ici, en fait, c'est un gabarit disons, très grossier, mais essentiellement, mes transactions vont entrer dans le tag ici qui s'appelle Batch Input. Donc, mes transactions sont essentiellement ici, sont définies ici, puis voici justement la structure du XML telle qu'elle devrait être formatée pour faire un appel qui a du succès à l'application. Donc, vous allez me dire comment est-ce que j'ai utilisé, comment est-ce que j'ai arrivé à trouver quelle est la structure de ce XML. Je me suis servi d'un outil qui s'appelle SoapUI. Donc, SoapUI, essentiellement, ça te permet justement de tester des appels, puis de donner, en fait, celui-là, principalement, ce qu'il donne, c'est un gabarit. Par contre, ce que je me suis rendu compte des fois, c'est que selon l'appel, donc là, en fait, on a travaillé sur 4 projets avec ce client-là qui faisaient référence à la même, en fait, au même appel. Donc ici, c'est le Save Transaction. Je vais juste ouvrir ici, là. Donc ici, en fait, c'est l'action. Donc on a un URL et puis c'est un gabarit. Par contre, tout dépendant des requêtes qu'on fait, des types de requêtes qu'on fait, ben, c'est pas nécessairement la même information qui est nécessaire. Donc, c'est pour ça que je dis ici, il y a beaucoup de va-et-vient sur, justement, quelle information rentrer pour chacun des types. Donc, si je reviens à mon workspace ici, je vais fermer ça. Puis, essentiellement, ce que je peux faire, c'est rouler ça. J'utilise un writer, en fait, c'est un writer texte, mais la valeur ici, en fait, l'extension va être .xml. Donc, ce que je me retrouve ici, dans Démo, je me retrouve avec 3 XML. On peut regarder ça rapidement, les XML qui ont été générés par FME. Et puis, on voit ici que selon les attributs que j'ai poussés, ben, FME est en mesure justement d'utiliser le gabarit avec le XML templater, puis de mettre l'information nécessaire dedans. Le prochain workspace, donc ici, en fait, le processus, c'est ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça daisy chaining, mais c'est essentiellement un chaînage de workspace. Donc, lorsque ce workspace-là est terminé d'exécuter, il y a un autre workspace qui va prendre le XML qui vient, ou les XML qui viennent d'être produits. Et puis, ce qu'on fait ici, c'est qu'on le décortique un peu, on ajoute certains attributs nécessaires pour faire l'appel. Et puis, encore ici, je me sers du HTTP caller. Pour essentiellement faire un appel, c'est un post. Puis là, ben, essentiellement, parce que c'est un API SOAP, on s'attend à avoir du XML. Donc ça, c'est comme une des exigences de SOAP. On ne peut pas pousser du JSON dans ce cas-ci. Ici, en fait, j'ai différents attributs d'entraide que je dois définir. Et puis,
par la suite, ce que je peux faire ici, est-ce que je peux le rouler? Non, OK. Un petit peu, je vais peut-être juste définir le répertoire. On va aller chercher notre démo process. On va dire, traite-moi celui-là. Et puis, oups. Malheureusement, je ne peux pas faire l'appel parce que là, ça fait essentiellement appel à un service que je ne contrôle pas moi-même. Donc, je vais juste, en fait, vous montrer le XML qui est généré dans le workspace. Parce que là, le XML, je crée un attribut qui s'appelle TextLine Data. C'est lui qui contient l'information en format XML. Là, on peut juste le visualiser pour voir de quoi il a l'air. C'est essentiellement le XML qu'on a généré ici. Donc, de retour à la présentation. Pour la troisième démo, en fait, la démo application, malheureusement, ça a été une application qui a été montée dans l'environnement d'un de nos clients, puis j'ai pas nécessairement accès. Donc, ce que je vais faire pour cette démonstration-là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on l'a monté. Puis ensuite de ça, je vais utiliser justement l'API REST d'FMS Server pour vous montrer de quoi ça a l'air du côté d'FMS Server, comment est-ce qu'on traite cette demande-là. Donc, pensez ici à un outil ou une application. C'est un portail web qui permet justement de déposer un fichier, de remplir un certain formulaire et puis de soumettre une demande. Donc, la demande vient, c'est un appel de type application-application. Ici, on a l'application web qui parle à l'application qui est FMS Server. Et puis, en fait, c'est application à application à application parce qu'après ça, FMS Server peut ensuite communiquer avec soit d'autres systèmes ou d'autres applications. Donc, notamment, par exemple, il y a un service de notification. Si on veut envoyer un SMS, ben, c'est aussi un appel à un API. Donc, ici, en fait, je me sers justement c'est de l'API REST, en fait, de la fonction pour les notifications. C'est un post que je fais. Donc, j'envoie un message à un topic. Donc, on va voir ça de quoi ça a l'air dans FMS Server. Je vais essayer de... celle-là, ici. OK. Je mets ma fenêtre. J'ai un message en JSON. Donc, ça ici, ce que je fais, je vais juste reproduire ce que l'application va faire en termes d'appel à l'API. Donc, ici, en fait, je suis allé dans la documentation. C'est un post. Voici ce qu'on appelle mon body. C'est en format JSON. Et puis, la requête à l'URL ici. Donc, on voit ici, je vais envoyer un message au topic qui s'appelle sample topic. Voici mon body. Et puis, je vais effectuer une demande. Là, ce que j'ai fait dans mon FMS Server, c'est que, on voit ici, à 14h04, il y a une demande qui a été envoyée. Je peux en envoyer un autre juste pour vous montrer. Donc, à 14h04 et 38, là, il va y en avoir un autre qui va passer. Et 49. Donc, on voit ici, le message est envoyé à FMS Server. Et puis, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai publié un workspace. C'est un workspace bidon. C'est juste un exemple que je vous montre, mais essentiellement, c'est mon workspace qui va prendre cette demande-là, qui va prendre le contenu du message qui est envoyé pour ensuite, là, ici, on ne fait pas grand-chose. Tout ce que je fais, c'est loguer le message. Mais essentiellement, pensez à, dans un processus, dans un automation, par exemple, on pourrait, selon la nature du message, on pourrait acheminer justement cette demande-là à soit différents workspaces ou différents types d'exécution. Envoyer un courriel, par exemple, envoyer un SMS, pousser l'information dans une DB, ainsi de suite. Donc ici, en fait, j'ai poussé le workspace sur FMS Server. Donc, on peut le voir là. Ici, en fait, dans mon repository, j'ai un je pense qu'il est dans... oui, c'est ça. Il s'appelle Orchestrator. Et lorsque j'effectue une demande, donc en fait, lorsqu'il y a une demande qui vient de l'application web, on va le faire encore.
on regarde le topic ici, il y a un message qui passe 14h06, et puis je vais aller dans le statut de mes tâches. Qu'est-ce qui a été exécuté? Il y en a une qui a été exécutée ici, à 14h06. On va juste rapidement regarder qu'est-ce qu'il y a dans le log, juste pour montrer que c'est bel et bien le workspace qui a exécuté avec la même information qui est passée dans le JSON. Donc, ça conclut le volet démonstration et le webinaire. Je vais demander à Marco, est-ce qu'il y a eu des questions qui ont rentré? En attendant, en fait, en ce moment, non, mais moi, j'en ai une à te poser. En fait, je me demande comment je fais pour savoir si c'est possible d'accéder et de connecter certaines applications avec FME. Bonne question. Je pense que l'important, c'est de comprendre votre application. En fait, en premier lieu, c'est de savoir est-ce que cette application-là a un API. Si l'application a un API, ben, il doit avoir de la documentation. Donc, ici, si on prend, disons, avec FME Server, c'est un bon candidat, est-ce que je peux, disons que je suis nouveau à FME Server, je veux savoir si je suis capable d'utiliser justement différentes fonctions ou brancher, soit à travers des appels REST ou, par exemple, des webhooks. Est-ce que je peux utiliser ces fonctionnalités-là? Donc, ici, en fait, on peut voir dans la section Help, on voit ici qu'il y a une section REST API. Ben, en gros, ici, on a la documentation. On a l'information qu'on a besoin. Puis, oh, est-ce que ça, là, je l'ai... Je ne suis pas capable de... Ah, le voici. OK. Donc, ici, en fait, on a accès à la documentation. Comment est-ce que je suis capable de me brancher à l'API REST si je veux faire différents types d'opérations? C'est la même chose avec le premier exemple qu'on a vu là, avec le téléchargement des fichiers. J'avais besoin de trouver la documentation pour ensuite comprendre quel type d'action que je pouvais prendre à quelle URL. Donc, comment est-ce que je devrais formuler mon URL pour avoir une demande, pour faire un appel. Parfait. Merci. Donc, ça conclut. En fait, on va prendre les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire. En attendant, je vous présente le prochain webinaire qui va avoir lieu le 12 février, donc 2020, oui, qui va porter sur le Directory Watcher. Si tout se passe bien, on devrait avoir un membre de l'équipe de Safe Software qui va être avec nous pour donner ce webinaire-là. Donc, à ne pas manquer, ça va être très intéressant. Ensuite, le 11 mars, on parle des apps et le 15 avril du API REST plus en détail. Puis je tiens aussi à dire qu'on est rendu plus de la moitié de la série de webinaires. Donc, c'est une série qui avait 7 épisodes. On conclut le 4e aujourd'hui. Merci à tout le monde qui sont là, qui se présentent à chaque webinaire. Merci également aux nouveaux. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Je laisse mon adresse courriel ici. S'il y a des sujets que vous voudriez approfondir ou par rapport au format peut-être de la série ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser vos questions ou si vous êtes un fan, vous adorez ça, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire, ça va me faire plaisir. En attendant, si vous avez des questions un peu plus techniques, vous avez l'adresse courriel de Patrick qui est à l'écran aussi. Donc, ça conclut. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, ça conclut la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous. Puis, on se dit à dans un mois.